Pile dans l'actu, l'entretien. Décidément, les anciens premiers ministres s'enchaînent décidément sur les ondes de fréquence protestante. Après Jean-Pierre Raffarin, nous recevons dans nos studios aujourd'hui Manuel Valls, avec qui nous parlerons du courage en politique. Et oui, dans les temps qui courent, il en faut. Mais avant, si vous me permettez, monsieur le Premier ministre, étant donné que nous sommes pile dans l'actu, nous parlerons un peu d'actualité nationale et internationale et charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Nous parlerons de la France. Aujourd'hui a lieu la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Quand vous sortez dans la rue, comment sentez-vous ce pays, monsieur ? Comme tout le monde, le pays est à cran, avec des tensions, de la violence, de l'inquiétude, de la colère. Et cela m'inquiète pour la France, pour sa démocratie, pour le débat politique. Et pour le moment, je ne vois pas vraiment d'issue politique à cette tension, au-delà des décisions du Conseil constitutionnel que tout le monde attend et qui, évidemment, devront s'imposer à tous. Justement, cette décision marquera-t-elle la fin de la séquence retraite ? D'un point de vue légal, d'un point de vue légitime, d'un point de vue institutionnel, oui, la décision du Conseil constitutionnel, qu'il approuve, qu'il désapprouve, qu'il censure en partie ou en totalité la loi, ces décisions s'imposent. Et je pense que c'est très important qu'on accepte, qu'on respecte la décision du Conseil constitutionnel qui va juger en plus en droit et dont la mission n'est pas de régler les problèmes politiques. Mais en revanche, la contestation, l'opposition, elle se poursuivra. Mais il faut d'une manière ou d'une autre en sortir. Et chacun a sa part de responsabilité, les partenaires sociaux évidemment, l'opposition et la majorité aussi, mais surtout le président de la République devra trouver les mots, la méthode pour sortir de cette impasse, de cette crise politique que nous connaissons. Ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. Pensez-vous que le président de la République pourra sortir, comme le dit, de cette issue, de cette impasse, sans recourir à l'un de ces instruments ? Ça fait un an seulement qu'il a été élu, ça fait un an qu'il a été réélu, qu'il est président de la République de nouveau, avec une majorité certes relative, mais avec une majorité à l'Assemblée nationale. Et il reste donc 4 ans, le calcul est facile. Je crois qu'il doit renouer, parce qu'il y a une absence de cap évidente depuis un an. Il doit renouer avec les Français, il doit reconstruire le contrat entre lui, parce qu'il a été élu, il ne va pas remettre cela en cause, et les Français. Et je pense que c'est pas un problème de gouvernement, c'est pas un problème de Premier ministre, c'est encore moins un problème de dissolution, elle ne réglerait absolument rien, mais de trouver les axes forts qui montrent que les Français, qui montrent aux Français qu'ils les entendent et que les Français comprennent où le pays va. Mais alors on pourrait renouer, reconstruire avec ce même gouvernement, avec Elisabeth Borne au pouvoir ? Mais vous savez, l'avantage que j'ai, c'est-à-dire de la distance, du fait que je ne commande pas tous les jours l'actualité, que j'essaie de prendre de la hauteur par expérience, c'est que je pense que c'est pas un problème d'homme ou de femme. Ça, c'est de la méthode politique. Un changement de gouvernement, un remaniement, un changement de Premier ministre sont toujours possibles. Mais le sujet est plus profond que cela. Un changement de Premier ministre sans un cap clair, un contrat rebâti avec les Français ne servirait à rien. Il faut les axes forts. La guerre est là, à nos portes, à nos frontières. La France va, comme d'autres pays d'ailleurs, investir massivement dans les dépenses militaires dans les années qui viennent. C'est une des grandes priorités. Il y a évidemment un climat inquiétant au niveau mondial, l'affrontement entre grandes puissances. Il y a la question du réchauffement climatique qui doit nous amener à mettre le paquet sur ces sujets-là, avec notamment des investissements massifs dans la filière nucléaire. Je pourrais multiplier les exemples. Il y a les dossiers de l'immigration, la sécurité, évidemment les problèmes de santé ou d'école. Donc le débat n'a pas eu lieu véritablement au moment de l'élection présidentielle, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine, et ensuite parce qu'il a fallu choisir entre Macron et Le Pen, et donc rejeter Marine Le Pen. Donc il faut reconstruire, pas en 2 jours, pas avec un remaniement, pas avec de l'habileté politique seulement, mais il faut reconstruire ce contrat. Parce que moi, je ne vois pas comment on peut vivre dans ce climat, ce climat politique et social, pendant 4 ans. Pour rebondir sur la question de Gauthier, vous avez été vous-même Premier ministre. Je crois, oui. Et le président a demandé à Elisabeth Borne d'élargir sa majorité. On sait qu'elle a résisté d'un point de vue institutionnel aux différentes motions de censure déposées, mais du point de vue politique, vu cette majorité relative et l'impossibilité d'aller chercher un contrat de gouvernement avec la droite, est-elle encore légitime pour rester à Matignon? Est-ce qu'elle peut gouverner encore? La légitimité, la Première ministre, elle l'a
par la décision de la nommer du président de la République et par l'Assemblée nationale. Elle a résisté à une motion de censure. Mais je poserai la question d'une autre manière, en tout cas à ma manière. Est-ce qu'il y a une alternative à la majorité actuelle à l'Assemblée nationale, ou même si demain il y avait une dissolution, si j'en crois, il faut être très prudent, les sondages. Personne n'imagine un gouvernement formé par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a pas d'alternative à cela. Donc moi, ce que j'espère, mais c'est ce que je souhaite, c'est que je pense qu'il faut aujourd'hui travailler davantage avec des coalitions. Elle est très difficile à organiser, vous avez tout à fait raison de le souligner, mais avec la droite républicaine, c'est un républicain de gauche qui vous le dit, mais avec la droite républicaine au Sénat et à l'Assemblée nationale, je reste convaincu que soit par coalition, soit par texte, on peut avancer. C'est la seule voie possible. J'aimerais qu'il y ait des socialistes, des sociodémocrates modérés qui ne partagent pas évidemment la violence de la France insoumise, qui participent aussi de ce travail. Pas pour les partis politiques, pas pour leur destin, mais tout simplement pour le pays. Et donc je crois qu'il faut essayer en permanence que cette voie, de chercher dans cette voie, celle de la coalition, celle des accords, celle des projets dans l'intérêt du pays, il faut que cette voie soit explorée jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on est dans l'impasse, la paralysie, et quel que soit le Premier ministre ou la Première ministre, il se retrouvera ou elle se retrouvera exactement dans la même situation. Thomas ? Je pense à vos anciens collègues du Parti socialiste. Comment est-ce que vous jugez leur action, leur influence, si influence il y a dans la NUPES? Est-ce que vous les inciteriez à retourner du côté d'Emmanuel Macron pour essayer de travailler avec lui à cette coalition que vous dites difficile à former, mais qu'il faudrait former? Et peut-être, pour élargir cette question, comment jugez-vous la nouvelle mobilisation de Bernard Cazeneuve qui crée un mouvement, la Convention? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous voudriez retourner travailler ou c'est quelque chose qui vous paraît un peu superflu ou même discret? D'abord, moi j'ai quitté le Parti Socialiste en 2017 parce que j'ai soutenu Emmanuel Macron et parce que le choix qui a été fait au moment de la primaire où j'ai été battu par Benoît Hamon m'apparaissait comme l'étape décisive vers la disparition du socialisme démocratique ou de la social-démocratie. Tout ça, ce sont des mots évidemment dépassés. J'avais d'ailleurs dit 2 ans auparavant, pardon de me citer, j'avais évoqué les gauches irréconciliables, parce que je pense que nous n'avons rien à faire avec Jean-Luc Mélenchon, et j'avais dit en 2014 que le Parti Socialiste pouvait mourir. Aujourd'hui, il n'a aucune influence. Il est à la remorque de la France insoumise. Moi, je ne suis plus membre du Parti Socialiste, donc je ne peux pas donner des leçons, mais pour la première fois de l'histoire, prenons un peu de recul, pour la première fois de l'histoire, une histoire de 2 siècles, la gauche républicaine, la gauche modérée, est soumise, sans jeu de mots, et minoritaire par rapport à une gauche radicale. Même quand le Parti communiste était très, très puissant, la SFIO ou le PSU, ensuite le PS, proposait une alternative, ne se considérait pas à la remorque de cette gauche-là. C'est la première fois que le Parti socialiste décide d'être soumis sur le plan électoral, mais surtout sur le plan des idées. Donc, si on veut retrouver un équilibre de la démocratie française, dans la vie politique française dans les années qui viennent, il faut en effet que des voix comme celle de Bernard Cazeneuve ou de François Hollande ou d'autres continuent à s'imposer. Et Bernard Cazeneuve a fait y compris le choix, celui que j'avais fait avant, de quitter le Parti socialiste. Donc on a besoin de cette démarche. Mais il faut à la fois des hommes ou des femmes qui l'incarnent, il faut des projets clair. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui cette gauche modérée par rapport au macronisme ou par rapport à Mélenchon? Voilà, c'est des questions, on ne va pas les résoudre ici. Et puis, il faut être aussi clair sur les alliances. Parce que si c'est pour au 2e tour soutenir Mélenchon ou se retrouver avec des amis de Mélenchon, on reviendrait au point de départ. Mais la démarche de Bernard Cazeneuve, qui est un ami, qui vient d'écrire un beau livre sur Mauriac, vous voyez, les anciens premiers ministres écrivent et réfléchissent sur autre chose que la pure politique. Donc la démarche de Bernard Cazeneuve me paraît intéressante. Mais quant à moi, je reste loin de tout cela. Pour aller à mi-chemin entre votre livre, la thématique et l'actualité nationale, vous avez dit récemment, il me semble, le courage, ce n'est pas la brutalité. Est-ce qu'on pourrait ainsi dire que le gouvernement, mais aussi ses parlementaires, font preuve de bien peu de courage par leurs attitudes, par leurs méthodes?
Mais souvent, on pense que le courage, que je peux comprendre, et c'est vrai, c'est souvent aller contre l'opinion générale. Vous vous rendez compte, De Gaulle, seul, le 18 juin 1940, dans un pays fracassé par la défaite de juin 1940, et qui se donne au maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, une autorité morale à ce moment-là. De Gaulle, non, lui comprend qu'on ne peut pas être soumis à l'ennemi, et contre vents et marées, il s'oppose à cela. Alors, ne comparons pas les situations historiques, évidemment, à la situation politique d'aujourd'hui. Mais le courage, c'est le courage de la vérité. C'est le courage aussi de la modération, de l'écoute et de l'écoute des autres. Et moi, ce qui m'inquiète, sans rentrer dans les détails ou dans les arcanes politiques, mais ce qui m'inquiète du débat politique, pas seulement dans la rue, c'est le débat à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on ne se respecte plus, il y a une très grande violence, il y a des attitudes de rupture qui dégradent le débat public, qui dégrade l'image de l'Assemblée, qui est une institution importante. Moi, je crois en la démocratie représentative. C'est le pire des systèmes, mais il n'y en a pas d'autres, comme disait Churchill. Donc, derrière cela, il y a une dégradation de la démocratie française qui m'inquiète. Donc, chacun, majorité, opposition, a évidemment sa part de responsabilité. Mais vous avez dit que la situation du pays vous inquiète. Vous avez peur que ça bascule aussi. Vous avez peur que ça bascule vers où ? Quel avenir vous fait peur ? La passe, l'impuissance, la dégradation des rapports humains. Nous avons une histoire. La France, c'est une histoire aussi d'implosion, d'explosion radicale, révolutionnaire, avec toujours cette tension dès 1789, non, entre la légitimité des institutions et la rue, et le peuple, pas la foule seulement, le peuple, la prise de la Bastille, bien évidemment. Donc, en 1789, nous vivons toujours avec cette tension. C'est pour ça que nous avons besoin d'institutions fortes. C'est le génie du général de Gaulle de l'avoir compris. C'est pour ça qu'il ne faut pas les remettre en cause. Donc, c'est ça qui m'inquiète. C'est la paralysie, c'est l'affrontement. Je ne vais pas m'exprimer sur les pires scénarios, mais du coup, face à cela, et à l'absence d'alternatives liées aux vieilles formations politiques, au centre-droit, au centre-gauche, l'alternative, c'est la radicalité. C'est celle de l'extrême gauche ou celle de l'extrême droite représentée par Marine Le Pen, qui joue bien ses cartes dans ce moment-là, où elle s'exprime peu et elle donne une image de modération. Or, elle est, on l'oublie souvent, elle est l'amie de Poutine, et elle a un programme économique qui ressemble à celui de Mélenchon et qui ruinerait les finances de ce pays. Mais moi, je ne me résous pas à cela. Donc, ce que j'espère, c'est que les uns et les autres, mais c'est au président de la République, il est élu, il en a la première responsabilité, c'est d'essayer de sortir de cette impasse. Mais quand je vois la crise démocratique dans toutes les grandes démocraties occidentales et le tour qu'elle prend dans notre pays, oui, je suis inquiet, donc il faut un sursaut pour en sortir. Je reconnais que les solutions ne sont guère faciles. Donc, comme Laurent Berger, vous pensez qu'il y a une crise démocratique en France aujourd'hui ? Oui, je vois le débat linguistique qui existe sur ce sujet. Il n'y a pas une crise des institutions, elles tiennent malgré la dégradation. C'est pour ça que si on remet en cause, par exemple, les décisions, l'avis du Conseil constitutionnel demain, ce serait très grave. Mais oui, il y a une crise civique. Il y a une crise de la politique. Et donc, s'il y a une crise civique et de la politique, il y a forcément une crise démocratique. Regardons le niveau d'abstention, unique d'ailleurs en Europe, aux élections locales ou aux élections législatives en France. Donc, c'est inquiétant. Donc, nier le fait qu'il y ait une crise démocratique me paraît alors là relever plus de la stratégie de l'autruche que d'une... le courage, c'est ça aussi. C'est la lucidité par rapport aux défis, aux problèmes que nous devons affronter. Une personne que vous connaissez bien, Jacques Attali, disait que la réforme des retraites n'était pas une priorité. Pensez-vous la même chose ? Emmanuel Macron n'aurait pas dû lancer cette réforme maintenant dans le contexte que connaît la France, que connaît le monde ? Quand je vais régulièrement en Espagne, j'étais il n'y a pas très longtemps en Allemagne et en Autriche, et c'est vrai que pas seulement la presse ou les observateurs ou les commentateurs, mais aussi l'opinion de ces pays ont du mal à comprendre ces images quasi révolutionnaires d'insurrection, forcément exagérées, poubelles amoncelées, de violence dans les manifestations, même si une grande partie des manifestations se sont déroulées dans le calme, pour le passage de 62 à 64 ans
pour l'âge de la retraite, alors que la plupart de ces pays, même si ce sont des systèmes différents, ont l'âge de départ à la retraite autour de 65, 66 ou 67 ans. Bon, c'est la particularité française. Moi, j'étais favorable à une réforme de notre système des retraites, mais une réforme plus puissante, plus dans la durée, qui ressemblait d'ailleurs à ce qui avait été présenté dans le quinquennat précédent, que défend aussi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui est un système par points, qui joue plus sur l'âge, sur les cotisations, sur l'espérance de vie, sur évidemment la situation financière des différents régimes de retraite. Et donc la facilité de passer de 62 à 64 ans, dans un moment très particulier, après cette élection présidentielle étrange, après la période surtout du Covid, avec évidemment l'inflation et les questions de pouvoir d'achat qui se posent, et une inquiétude très puissante dans notre pays sur l'avenir, beaucoup plus que dans d'autres pays. Les Français pensent qu'on va vivre moins bien demain qu'avant, donc ils sont inquiets pour leurs enfants. Donc cette réforme a agi comme un catalyseur. Et il faut reconnaître que sur le fond comme sur la forme, les choses n'ont pas été menées. Donc en cela, ce n'était pas une priorité. À ceci près qu'il fallait une réforme de retraite. Elle a été menée de cette manière-là. J'aurais fait différemment. Mais maintenant, on y est. Et l'idée de reculer ou d'abandonner le projet, c'est peut-être votre question suivante, je n'en sais rien. Mais alors, ça serait une catastrophe économique et financière. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent non, ça serait très bien qu'Emmanuel Macron abandonne ce projet. Ça serait d'une grande sagesse. Mais les mêmes diront il a abandonné le projet, le quinquennat est fini, il ne peut plus agir, partez, monsieur le président. Bon, donc, c'est difficile, on aurait dû le faire autrement, et maintenant, il faut essayer de passer, dans la mesure du possible, à une autre étape, qui est celle aussi du dialogue avec les partenaires sociaux. Parce que dans la marque Macron, il y a aussi, c'est vrai, il faut le reconnaître, une vision que je ne partage pas sur le rôle de ce qu'on appelle, c'est pas un très joli mot, les corps intermédiaires. C'est-à-dire, au fond, ce qui fait la sève d'une démocratie. Les partenaires sociaux, les élus locaux, la société civile. Il faut, dans des sociétés très complexes, il faut davantage les intégrer. Vous dites, il ne va pas partir, mais le général de Gaulle a eu le courage de partir quand ça résistait trop pour lui, et ça résistait bien moins qu'aujourd'hui, non ? Est-ce que Emmanuel Macron, pourrait figurer dans une prochaine itération d'un livre sur le courage, peut-être par Manuel Valls ou par quelqu'un d'autre ? Peut-être, vous me donnez des idées pour un prochain tome. Le seul personnage vivant que j'évoque dans une postface à la fin du livre, c'est Volodymyr Zelensky, parce qu'il incarne aujourd'hui, je pense, au niveau de l'Europe et du monde, le courage physique, le courage politique. Les autres sont des personnages qui nous ont quittés pour différentes raisons. Et surtout, je le dis, nous sommes face à des géants. On parle de Gaulle, de Churchill, de Clémenceau, encore davantage. Nous sommes face à des gens. Mais il faut peut-être en tirer quelques leçons. De Gaulle quitte le pouvoir dans des circonstances particulières, un an après mai 68, et parce que d'une certaine manière, il joue la poursuite à la présidence de la République sur un référendum sur un sujet qui peut paraître aujourd'hui anodin, qui est la réforme du Sénat. Mais il avait 79 ans, il partait, c'était autre chose. Non, Emmanuel Macron, au-delà du fait qu'il n'est pas de Gaulle, mais qu'il est jeune, il lui reste 4 ans. C'est énorme. Et moi, je pense qu'il faut lui donner toutes les chances. Moi, je peux être critique, mais de l'autre côté, je suis un patriote, j'aime mon pays, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui, nous ne sommes pas à quelques mois d'une élection présidentielle, donc il doit renouer avec les Français, rebâtir ce contrat avec nos concitoyens, parce qu'il faut que ces 4 années, dans un monde encore une fois, marqué par la guerre, par la crise économique, par beaucoup d'incertitudes, par le réchauffement climatique, enfin quand vous parlez, vous êtes tous jeunes ici autour de la table, mais vous êtes une génération auquel on parle de risque nucléaire, du réchauffement climatique, c'est-à-dire où l'espèce humaine, l'être humain peut être anéanti, c'est quand même des sujets graves. Donc dans ces moments-là, je ne pense pas qu'il faille en rajouter sur la crise politique. C'est au président de la République, encore une fois, de prendre toutes les initiatives possibles pour sortir de cette impasse. Monsieur le Premier ministre, on a reçu récemment, la semaine dernière, différents acteurs sur la fin de vie. Quelle est votre position sur le sujet ? Moi, j'étais très favorable à ce qu'on appelle le droit de mourir dans la dignité. J'ai d'ailleurs, dans l'opposition, quand j'étais député, avec Laurent Fabius, porté des propositions de loi allant dans ce sens.
je dois reconnaître aussi que quand on passe de la réflexion, de la volonté à la mise en œuvre de ces préconisations, on se heurte alors à des sujets lourds de conscience, à la fois de la part des malades, des familles, et évidemment du corps médical. Quand j'étais Premier ministre, avec la ministre de la Santé qui était Marisol Touraine, et à la demande du Président de la République, et ensuite à une grande consultation, nous sommes allés plus loin avec la loi Claes-Leonetti qui faisait suite aux premiers travaux de Jean Leonetti. Et c'est vrai que il faut avancer par consensus dans la société, mais aussi au niveau politique. Je n'aime pas le mot, par exemple, je n'aime pas le mot euthanasie. Je suis très sceptique, même si je peux parfaitement le comprendre, sur la question du suicide. Parce que là, on n'est plus sur la seule question du droit de mourir dans la dignité ou de la maladie, mais c'est jusqu'à quel point on l'autorise, on le légalise, même si c'est une décision mystérieuse et qui appartient à chaque personne. J'ai des amis qui se posent cette question. Je connais des gens autour de moi. Avec l'âge, vous avez des gens atteints par la maladie et qui décident peut-être demain, tout simplement, d'aller en Suisse pour se suicider. Je suis respectueux de cela. Le faire entrer dans la loi, dans la pratique, on voit bien que c'est forcément une autre question, c'est difficile. Donc, avec le corps médical comme avec la société, il faut essayer de trouver les solutions législatives, parce que là, on parle que de cela, qui permettent au fond, de faire face à une des grandes questions que se posent les gens, qui est celle de la souffrance. Au fond, c'est ça la question de la dégradation physique, morale, psychique, mais la question de la souffrance. Donc, comment dans nos hôpitaux, avec des médecins, des infirmières qui travaillent formidablement bien, avec la question des soins palliatifs, qu'il faut mettre en œuvre bien davantage un peu partout, on peut trouver cette solution. Donc, je comprends et je reste toujours très, très persuadé qu'il faut aider les gens dans ces moments décisifs, mais avec toute la prudence nécessaire et en trouvant la bonne méthode à chaque fois. Et justement, est-ce que c'est pas sur des questions comme ça qu'il y a besoin de courage en politique ? Mais le courage, là, vous pouvez parfaitement l'utiliser dans les deux sens. Je veux dire, entre ceux qui sont pour et contre, ils se considéreront les uns et les autres courageux. C'est des sujets qui passionnent les gens, enfin, qui les intéressent. 80% d'ailleurs des Français, les sondages n'ont jamais changé, sont favorables à des dispositifs qui aident les gens à mourir dans les meilleures conditions possibles. Même si je ne vous cache pas que des sociétés qui s'interrogent sur la manière de mourir sont des sociétés qui devraient parfois nous interroger d'une certaine manière. Mais c'est des sujets importants qui nécessitent du courage et qui nécessitent aussi de la modération et du consensus. Justement, parlons de courage, parlons de votre ouvrage avec Anatole. Il était temps. Dans votre livre, Monsieur le Premier ministre, Le courage guidant leurs pas, un chapitre est consacré à Georges Clemenceau. Il s'appelle Les larmes du tigre. Et vous brossez un portrait élogieux de cet homme, grande figure de la Troisième République. Et j'ai été interpellé par un passage à la toute fin du chapitre. Vous écrivez « Clemenceau ne joue pas au surhomme. Il sait que la République a besoin d'hommes exceptionnels, pas d'hommes providentiels. Peut-être y a-t-il après tout quelque chose de républicain dans cette manière de ne pas cacher ses émotions. Quoi qu'il en soit, ce tigre aux yeux mouillés des lendemains de la guerre me touche infiniment. » Est-ce que ce n'est pas un défaut des femmes et des hommes politiques actuels que de vouloir paraître imperméable, insurmontable et d'essayer en quelque sorte d'endosser un costume de surhomme et de super-héros ? Oui, c'est vrai, surtout dans les circonstances qui ne sont pas celles que Georges Clemenceau connaît, c'est-à-dire prendre le gouvernement de la France en 1917, au moment où notre pays est en train de perdre la guerre. Et c'est par, évidemment, la puissance de son verbe, la réorganisation du gouvernement et de nos armées, de l'état-major, qu'il galvanise le pays et, avec l'appui, évidemment, des Anglais et ensuite des Américains, réussit à emporter cette guerre face à l'Allemagne. Mais il ne cache pas son émotion quand il apprend la fin de la guerre, l'armistice, le 11 novembre 1918. Donc oui, on peut être... Au fond, moi je ne crois pas à l'idée du surhomme. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes exceptionnels, que les circonstances font, qui sont capables d'épouser les circonstances. Mais ils doivent rester profondément, avec leurs qualités et leurs défauts, des êtres humains. Et aujourd'hui, peut-être par
le responsable politique cherche, et c'est normal, à se protéger face à la surcommunication et regard permanent des opinions sur eux. Mais leurs défauts dans la cuirasse, ce qu'ils sont, leur humanité, doivent apparaître davantage. Parce que, je vais dire les choses autrement. Souvent, le responsable politique a eu tendance à penser qu'il devait se mettre au même niveau que les citoyens. J'espère que je serai bien compris. Non. Il a une fonction presque sacrée. Il représente le peuple, même si c'est pour un moment un mandat. Donc il doit rester à un certain niveau. C'est le cas d'un Clémenceau ou de Gaulle. C'était pas les copains, c'était pas les amis. Ça vaut aussi pour un professeur. Mais et on a désacralisé la politique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne doit pas y avoir de l'humanité, des défauts. L'échec fait partie, le caractère, l'échec font partie de ce qu'est un être humain. Donc aujourd'hui, on a l'impression que les responsables politiques, c'est pas nouveau, sont au fond tous du même moule. Ils se ressemblent un peu trop. Et c'est ça qui peut-être provoque aussi ce lien distendu, le mot est faible, entre les Français et leurs responsables publics. Vous avez touché les larmes de François Hollande aux Invalides. C'était un moment où on cassait la cuirasse, où la vulnérabilité en politique reprenait ses droits. C'est au fond cette humanité-là que vous aviez vue en ce président de la République qui vous a poussé à vous engager avec lui. Est-ce que c'est ça aussi qui peut-être résiste avec Emmanuel Macron? Donc on a parfois commenté les prises de parole et l'extrême maîtrise qu'il y met, qui le fait parfois paraître presque, le mot est un peu fort, robotique. Oui, on cherche tous à maîtriser nos émotions, mais bon, d'abord, les choses sont différentes. Vous savez, avec François Hollande, mais ça a été le cas aussi pour certains, Nicolas Sarkozy ou avec Jacques Chirac, évidemment avec François Mitterrand, c'est le compagnonnage. C'est-à-dire que c'est des années de militantisme, avec des accords, des désaccords, des luttes internes. Mais cela construit un collectif, un compagnonnage qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, n'existe plus. Alors, on ne va pas regarder, on ne va pas pleurer sur le monde d'avant. Mais le nouveau monde, qui était celui qu'incarnait Emmanuel Macron et ses amis, n'a pas changé profondément la politique. Donc l'émotion, je me rappelle je me rappelle juste après Charlie Hebdo, juste après cette séquence terrible de Charlie Hebdo et de l'hypercachère et après la grande manifestation du 11, j'étais bouleversé à la préfecture de police de Paris devant les 3 cercueils des 3 policiers qui en plus étaient représentatifs de la diversité de la France, et tous les 3 avec le drapeau français, mais l'une était originaire des Antilles, l'autre du Maghreb, l'autre de Normandie, je crois. Bon, c'était tous des serviteurs de l'État et ils incarnaient cette police nationale ou municipale qui avait fait face aux terroristes. Donc nous étions tous marqués par l'émotion. Il ne faut pas cacher ces émotions et ce qu'on ressent dans ce moment-là comme Clémenceau. Alors tout au long de la lecture de votre livre, je me suis demandé si le courage était de droite ou de gauche. Est-ce que vous avez une réponse? Il n'est ni de droite ni de gauche, il n'est ni l'apanage des hommes ou des femmes. Il est le courage de la lucidité. Ce qui m'a... Tous les personnages m'ont énormément touché, sinon je ne les aurais pas choisis. Mais le lien que je fais au début entre Charb, le directeur de Charlie Hebdo, qui est mort parce qu'il le savait, qu'il pouvait être à un moment victime des islamistes, et Sébastien Castillon, un protestant qui s'élève contre Calvin et le supplice que l'on fait subir à Servet à Genève. Au fond, c'est l'idée d'être contre le fanatisme, l'intolérance et un amour profond de l'être humain. C'est ça notre civilisation, c'est ça l'Europe. Et j'ai retrouvé dans ces 2 personnages que plusieurs siècles séparent. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un communiste caricaturiste comme Charb et ce grand théologien qui est Sébastien Castillon, dépeint de manière extraordinaire par Stéphane Zweig. C'est la lutte contre l'intolérance et c'est la liberté pour la conscience. Et ça, c'est un élément qui reste fondamental dans nos sociétés. Des gens meurent aujourd'hui en Europe, en Ukraine, pour défendre leur pays, mais pour défendre ces valeurs qui sont les nôtres. Il reste 4 ans au président de la République pour achever son quinquennat ou son décennat. Donc il attend de lire mon livre. Et justement, et il a le temps de vous appeler pour peut-être revenir à Matignon ou dans son gouvernement. Mais ça, c'est une question... alors, je ne pensais pas que vous allez me poser, vous, cette radio, avec votre génération, une question aussi politicienne. Mais non, moi, j'ai déjà servi mon pays, et je pense que la question des hommes et des femmes, elle est importante, sinon j'aurais pas fait ce livre. Et ils sont capables de transcender l'histoire, de soulever des montagnes et de transcender
appréhender les événements. Mais ça n'est pas le sujet. Et donc moi, je rentre pas dans ces débats. Mais alors moi j'ai une question, pourquoi vous avez fait de l'histoire ? Je veux dire, c'est un sujet de philosophie morale, les vertus, Jean Kelevitch y a consacré un traité, c'est un sujet de littérature, ça aurait pu être un sujet politique et non, vous décidez de faire de l'histoire. Oui, mais j'ai écrit il y a 2 ans un livre plus personnel, celui-ci l'est aussi, sur mon itinéraire, sur mes origines. Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines, pour reprendre une belle expression attribuée à Romain Gary. Je parlais plus de la politique. Là, j'en parle aussi, mais d'abord, c'est ma formation, l'histoire. Elle me passionne, pas pour regarder vers le passé seulement, mais parce qu'elle m'intéresse pour l'avenir. Le livre va être traduit en Espagne. Donc mais avec une obligation d'y intégrer des personnages espagnols. J'ai choisi dans ces personnages, un personnage qui nous ramène d'ailleurs à Castillon ou à Erasme, à ce siècle incroyable, mais aussi de fractures, notamment dans le christianisme. J'ai choisi Charles Quint et pour son retrait en Extrémadour à la fin de sa vie. Donc c'est le courage de se retirer quand on est l'empereur qui règne sur un empire où le soleil ne se couche pas. Bon, donc c'est ça qui m'intéresse. Mais parce que je pense que d'abord, les hommes ou les femmes ont un rôle, je le répète, tout à fait essentiel, mais que leurs vertus, avec tous leurs défauts, leurs erreurs, bien évidemment, et il y en a eu, puis il y a des époques qui sont difficilement comparables, mais ces vertus, cette vertu du courage, qui emporte toutes les autres, pour reprendre les mots de Churchill, elles sont aujourd'hui plus que jamais essentielles. C'est pour ça que j'ai terminé avec Volodymyr Zelensky, parce que je ne sais pas ce qu'il deviendra. Mais, dans un moment donné, alors que les Américains lui disent... on vous exfiltre du pays, dit non, je reste. Et le seul fait qu'il reste, évidemment avec le soutien ensuite des pays occidentaux, mais qu'il résiste face à la Russie, au nom de ses vertus démocratiques, cela me paraît tout à fait fascinant. Et donc moi je crois dans le rôle des hommes, je crois dans le rôle de la philosophie, de la littérature et de la pensée, et je crois donc dans le rôle de l'histoire, pas pour m'y réfugier, parce que j'aurais peur du présent, mais au contraire, pour essayer d'alimenter notre réflexion collective sur les temps présents et pour l'avenir. Dernière question de Gauthier. Oui, pour justement rester dans l'histoire, c'est peut-être quelque chose qui peut conclure. Vous êtes entré en politique en tant qu'élu il y a plus d'une vingtaine d'années, il y a 9 ans quasiment, maintenant vous étiez Premier ministre. Avec le recul, estimez-vous que le courage pourrait être un des mots qui qualifie votre parcours politique ? Ce serait très prétentieux, surtout en me sentant si modeste, si petit, face aux géants de l'histoire, de la littérature que je traite dans mon livre et qui, pour beaucoup, ont risqué leur vie, ont payé de leur vie leur engagement. Donc... moi, il y a des moments dont je suis fier. Ou alors, parfois, c'est d'avoir défendu des idées, évidemment, dans ma formation politique, ou notamment quand j'étais maire d'Évry, parce que je voyais une réalité, l'insécurité, l'immigration, la question de l'apartheid territorial, social, ethnique qui était en train de s'installer dans notre pays. Mais ce dont j'étais le plus fier, c'est d'être à l'unisson des Français. Avec le président Hollande, avec Bernard Cazeneuve, au moment des actes terroristes de 2015 et 2016. C'est-à-dire que le pays a tenu. Donc, il n'a pas tenu grâce à moi. Et ensemble, nous avons tenu. Et avoir contribué à ce moment-là, que le terrorisme nous attaquait pour nous fracturer, nous diviser, pour provoquer les germes d'une guerre civile, le fait d'avoir tenu, oui, là, je crois que nous avons fait preuve collectivement le courage. Parce qu'il y a le courage individuel et il y a le courage collectif qui est une étincelle incroyable. On a tous envie d'être courageux, on ne l'a pas toujours été, mais sur l'essentiel, c'est ça qui m'intéresse. Quand je parle de Clémenceau, sur l'essentiel, il ne s'est jamais trompé. Il y a plein d'erreurs, il est insupportable, il s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de ses mots terribles sur les uns et sur les autres. Ça lui a coûté d'ailleurs la présidence de la République. Mais sur l'essentiel, sur la Commune, sur l'affaire Dreyfus, sur la guerre comme ministre de l'Intérieur, dans la défense des impressionnistes aussi, il ne s'est jamais trompé. Et moi, j'espère qu'à la fin de mon parcours de vie, tout simplement, on puisse dire, voilà, sur 2-3 sujets, il a eu raison, même sur bien d'autres, il s'est trompé. En tout cas, on essaie d'avoir des modèles. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous publiez Le courage qui ne pas 12 destins face à l'histoire. Voilà, c'est bien. Chez Talandier. Chez Talandier, une belle maison d'édition historique. Très bien, on l'a dit, merci aussi. Merci à toute l'équipe derrière, la directrice d'antenne qui nous a suivis et à tous. Merci. Merci. Merci à vous.